Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la saison 2 de Primal. Alors si vous n'avez pas encore vu la première, je vous y encourage fortement, et vous pouvez même jeter un œil à la courte vidéo que je lui ai consacrée. C'est violent, c'est brutal, c'est sauvage, mais empreint aussi d'une certaine poésie contemplative, portée par un environnement mystérieux et exotique. C'est un mélange anachronique de préhistoire, de fantasy, d'horreur et de magie, dans lequel on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber, pas plus que nos deux héros, le néandertalien Spear et le tyrannosaure femelle Fang. Non, mesdames et messieurs, jamais dans ma très longue et brillante carrière, je n'ai vu de début aussi explosif, c'est fabuleux! Alors si vous ne voulez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous là et visionnez d'abord la première saison. Pour ceux qui l'auraient déjà fait, continuons. La saison 2 de Primal reprend les choses là où la saison précédente les avait laissées. En fin de saison 1, Mira, l'ancienne esclave libérée par Spear et Fang, était recapturée par la peuplade viking au symbole du scorpion. Spear, très attaché et manifestement séduit par la jeune femme, décide de se mettre à sa recherche. Il embarque donc avec Fang sur un radeau pour une grande traversée de l'océan qui ne sera pas sans remous. Ça commence pas mal, non ? Alors profitez-en bien pendant les 2 premiers épisodes car cette saison 2 n'a pas grand chose à voir avec la première. Et vous me direz peut-être que c'est tant mieux, comme ça on ne revoit pas sans arrêt la même chose. Et je peux vous garantir qu'effectivement c'est différent, mais je ne suis pas certain que vous allez forcément apprécier les nouvelles orientations prises par la série. Des problèmes? J'ai l'impression. Bref, ne tournons pas autour du pot et voyons déjà ce qui reste de la saison 1, autrement dit, que reste-t-il de bon ? Sans surprise, nos deux héros sont de retour et le premier épisode assure parfaitement la continuité avec la saison précédente. Bien que séparés au début, Spear et Fang se retrouveront rapidement. Ils restent égaux à eux-mêmes et répondent aux agressions par des massacres tout à fait réjouissants, durant lesquels ils ne retiennent pas leurs coups. Ça découpe à tout va, ça écrase des boîtes crâniennes à qui mieux mieux, et ça démembre à l'emporte-pièce dans des tueries frénétiques, chorégraphiées comme des ballets morbides. Mince, quelle poison ces deux-là. C'est pas ça, sergent. C'est qu'ils ont été bien entraînés. C'est gore, c'est sadique et c'est satisfaisant, surtout en regard de tous ces contenus à l'eau de rose qu'on est contraint de se farcir depuis maintenant la bagatelle de 11 ans. Et voilà, on a fait le tour. C'est tout ce qui reste de la saison 1. C'est déjà pas mal, vous me direz, et effectivement, je ne peux que m'en réjouir. Mais ça serait sans compter les nombreux changements qui ont été opérés par ailleurs. Alors pour commencer, sauf dans de rares moments, vous pouvez dire au revoir aux jolis paysages, à la végétation luxuriante, à l'exploration, et surtout, dans une certaine mesure, vous pouvez aussi dire bye bye aux dinosaures et aux animaux sauvages. Tout ça finira rapidement à la poubelle pour céder la place à des confrontations permanentes entre humains. Oh merde! Ça commencera par une histoire de vengeance personnelle pour rapidement virer à des clashs civilisationnels un peu absurdes. Alors on a tous bien compris que Primal ne suit pas l'histoire réelle et que c'est de la fantasy plus qu'autre chose. L'auteur y mélange donc un peu tout ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle Spear et Fang rencontreront des Vikings, des Babyloniens ou encore des Athéniens sur une période de temps assez compacte. Et franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir extrait nos héros de leur environnement préhistorique, qui était à mon avis bien plus fascinant que tous ces villages et toutes ces civilisations plus avancées. Et je pense que si, comme moi, vous avez joué à Tomb Raider quand vous étiez plus jeune, vous savez exactement de quoi je parle. Rappelez-vous du premier jeu dans lequel on était laissé à nous-mêmes dans une nature sauvage avec des bestioles préhistoriques, comparé aux épisodes suivants dont les phases d'exploration étaient en permanence interrompues par l'irruption d'humains armés. C'était insupportable, ça cassait l'immersion, ça ne faisait pas rêver. Ce qui se passe dans cette saison 2 de Primal n'est pas très différent. La série délaisse la préhistoire et rentre plus en avant dans la fantasy, tout en la vidant de ses éléments les plus intéressants, à savoir les monstres. La série se civilise doucement, mais sûrement, si vous préférez. Autre problème, elle s'offre le luxe de nous fourguer un épisode de pur remplissage en plein milieu de saison, signe que l'inspiration commence sérieusement à décliner. Le chapitre 5 nous projette donc dans une Angleterre victorienne alors qu'un groupe de scientifiques débat de l'évolution et de l'instinct primal. Un interlude long et redondant, inutilement démonstratif, sans lien réel avec l'histoire et dont la conclusion saute à la figure dès les premières minutes. Et même si l'animation reste de très haut niveau et que la violence est au rendez-vous, ce n'est rien moins que du temps perdu. Ensuite, mettons les pieds dans le plat et disons-le sans faire de chichi, le wokisme fait son apparition dans cette saison. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis à la fois surpris et pas surpris. Surpris parce que jusque-là, tout se passait bien et le contexte préhistorique, même surréaliste, rendait quand même assez délicate l'incorporation d'éléments woke. Même le personnage de Mira, issu d'une peuplade plus avancée que Spear, était traité avec une certaine retenue. Elle le surpassait dans certains domaines plus techniques tout en restant faible et féminine dans d'autres. Et enfin, je ne suis pas surpris dans le sens où je me demandais comment ils avaient fait pour passer au travers des mailles du filet woke jusqu'ici. Je ne suis absolument pas au fait de ce qui se trame en coulisses dans cette série, mais je ne serais pas étonné si on me disait qu'il y avait un prix à payer pour toute la violence de la saison 1. Qui sait ? Ce n'est qu'une hypothèse que je fais. C'est une idée que j'avance. Je vais rester honnête en vous disant que ce militantisme identitaire reste encore assez discret à ce stade et qu'il est sujet à discussion.
mais ça m'a tout de même un peu fait grincer des dents. Pour commencer, on peut parler de la femme du chef viking restée à défendre le village en son absence. Évidemment, c'est une guerrière, il paraît qu'il y en a eu quelques-unes, et encore, qui manie une hache 2 fois plus grosse qu'elle, et surtout, elle est bien entendu plus résistante et plus dangereuse que l'ensemble des hommes de son village réunis, qui eux, tombent comme des mouches. Alors les mecs, ça ne va pas? Faut faire du sport, hein? Mais passe encore. Ensuite, parlons d'Ima, la reine du Colosseus, ce bateau forteresse qui constitue le second arc narratif important de la saison. Jeune, jolie, svelte et très féminine, elle nous est également présentée comme étant rusée, intelligente, cruelle et manipulatrice. Une fois encore, tout aurait été formidable si les choses en étaient restées là. Mais non, les scénaristes n'ont pas pu se retenir, je pense que ça devait les démanger. Il aura fallu qu'ils se laissent aller à en faire en plus une combattante hors pair, championne de kung-fu, capable de battre Spear non seulement par la vitesse et par l'habileté, mais aussi par la force. Et tout ça en talons hauts, s'il vous plaît. Alors je sais, on est dans un univers imaginaire, mais je suis désolé, ça va trop loin et la dragée ne passe pas. Et puisqu'on parlait du Colosseus, ce bateau gigantesque, j'en profite pour vous dire que des problèmes de rythme commencent aussi à apparaître à ce moment-là. C'est particulièrement voyant dans le 3e segment de cet arc, alors que certaines scènes traînent en longueur sans raison apparente pour créer un suspense finalement bien artificiel et au final assez frustrant. Elles sont parfois répétitives et ont tendance à s'éterniser inutilement. Enfin, et c'est le gros point de contentieux de cette saison, le surnaturel fait son grand retour. Alors du surnaturel, on en avait déjà eu dans la première saison, mais il s'intégrait correctement dans le récit et ne venait pas chambouler gratuitement la trame des événements, ou en tout cas pas trop. Cette fois-ci, l'élément fantastique est très malvenu et sert uniquement de prétexte à un final particulièrement bâclé et étrange qui a déçu beaucoup de monde et qui n'est pas du tout satisfaisant. Mais je ne vous spoilerai pas et je vous laisse le découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me faire part de vos observations sous la vidéo. En conclusion, quand on sait que Genndy Tartakovsky n'avait prévu qu'une unique saison pour son histoire, il ne faut pas s'étonner que des fissures assez voyantes commencent à apparaître dans l'édifice dès la seconde. Cette saison 2 est loin d'être aussi maîtrisée que la précédente, même si elle possède encore de nombreuses qualités. Ça reste violent, bourrin, l'animation est magnifique, et malgré les problèmes que j'ai cités, les personnages sont toujours aussi attachants. Et leurs relations vont évoluer un peu, même si ça sera parfois de façon très maladroite. Ceci étant dit, gare à la nausée, car elle peut arriver très vite. J'étais très enthousiaste à l'idée de suivre la suite des aventures de Spear et Fang à la fin de la première saison qui se terminait sur un joli suspense. Je ne suis pas du tout pressé de voir la 3e, je vous dirais même qu'une longue pause est à l'ordre du jour avant de me lancer là-dedans. Si j'étais vraiment parano, je dirais presque que la saison 1 a servi de cheval de Troie pour introduire l'idéologie de la saison 2. Mais je préfère rester sur ma réserve pour l'instant. La direction que prend apparemment la série ne m'inspire malheureusement rien de bon. Une direction qui me semble quelque peu familière, et j'espère vraiment me tromper. Peut-être aurai-je l'occasion de vous en parler un de ces jours si jamais l'envie me prend de voir cette saison 3. D'abord, nous devons prier. En attendant, je ne peux que vous dire de vous faire votre propre idée sur cette saison 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.